Messieurs, est-ce que... Oui. Mesdames, Messieurs, je vous invite à prendre place. Alors, bonsoir tout le monde. Je me nomme Lou Basserge. Je préside cette commission et mes collègues Jacques Bessner et Bruno Serge Boucher se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à la deuxième partie de la consultation publique sur le projet de réaménagement du poste du district Lionel-Groulx. Nous sommes secondés par Olivier Rinfret, qui est secrétaire de la commission et analyste, et on est aussi soutenu par l'équipe de la STM. Alors, à partir de ce soir, nous accueillons les personnes et les organismes qui se sont inscrits pour exprimer leur opinion. Pour la deuxième partie de l'audience, ça se passe entre les citoyens et la commission. Comme vous le voyez, les tables des représentants de la STM qui ont répondu aux questions lors de la séance d'information ne sont plus là. Alors, nous entendons ce soir, je pense que nous serons cinq citoyens ou représentants d'organismes. La commission a aussi reçu quelques interventions écrites additionnelles. Quant au déroulement de la séance, j'appellerai les participants selon l'ordre prévu à l'horaire que je pourrais nommer maintenant. Il y avait Madame Michèle Roson qui est sur la première. Nous avons Sonia Engman, suivie de Derek Robertson, Mauricio Garzón-Beltrán et Rhoda Solazo. Je m'excuse si j'ai mal prononcé vos noms. Vous allez me corriger. Alors, nous allouons une vingtaine de minutes à chacun, soit 10 minutes environ pour présenter leur opinion et pour un échange, et un autre 10 minutes pour un échange avec les commissaires. À ceux et celles qui ont déposé un mémoire, je rappelle que nous les avons lus attentivement. Je vous invite donc à présenter les éléments essentiels de façon à laisser le plus de temps possible pour un échange avec la commission. Une fois la commission terminée, les commissaires entreprendront l'analyse de l'information et des mémoires. Lorsque la rédaction du rapport sera terminée, il sera déposé au comité de suivi des actifs pour ensuite être acheminé à l'arrondissement pour être présenté au comité exécutif de la Ville de Montréal. Le rapport sera à ce moment rendu public sur le site web de la STM. Les décisions à prendre par la suite appartiennent aux élus. Vous noterez aussi la présence, non, la sténographe n'est pas avec nous ce soir, mais il y aura le compte-rendu sera fait. Nous avons les responsables de la sonorisation, Pierre Robillard et Jean-François Beaulieu, et Pierre Paquette et Steve Michaud, qui sont responsables de la captation. Mais comme pour les séances de la première partie, tout ce qui sera dit au cours de l'audience est enregistré et la transcription des notes sténographiques sera accessible sur le site Internet de la STM. J'ajoute que la commission est soutenue dans son travail par l'équipe de la STM que vous avez rencontrée en rentrant, et elle s'occupe de l'accueil et la logistique. La séance devrait prendre fin, je ne sais pas, 22h, 21h, si tout se déroule comme prévu. Enfin, comme vous le savez, la commission tient à ce que le climat demeure serein. Je rappelle donc que les propos malveillants ou les interventions qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation d'autres sont irrécevables. Alors, j'invite maintenant Madame Michèle Roson de venir présenter. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, messieurs, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai envoyé une première version du rapport, du mémoire, le 26 mai, 26-27 mai, puis ensuite, il y a eu un petit ajout. Mais il y a d'autres suggestions qui sont... En fait, c'est ça, on m'a proposé d'autres suggestions. J'ai donc envoyé une deuxième version le lundi, je crois, vous devriez l'avoir reçue. Et c'est à partir de ce texte que je m'adresse à vous ce soir. Alors, je suis locataire à Jean-Briand depuis 3 ans.
À la fin de la présentation du 25 mai, on m'avait donné quelques exemplaires du texte que vous nous aviez remis et que j'ai présenté à mes voisins. Ils sont partis comme des petits pains chauds. C'est encourageant. Bon, ensuite, les suggestions sont venues. Alors, comme vous avez le texte intégralement, je ne m'attarderai pas trop aux détails. Mais avant de vous les présenter, ces suggestions, je veux vous dire merci au nom des gens de la maison pour l'attention que vous nous portez. Parmi les suggestions, s'il y en a qui sont retenues, évidemment, nous sommes conscients que ça va entraîner des frais supplémentaires, mais qui nous semblent à plus long terme être des investissements. Peut-être qu'il y aura nécessité d'élaborer de nouveaux règlements par la STM, et nous savons que la STM en avisera le public au préalable. Première suggestion, c'est sécurité d'abord. Quand on sort de l'édicule vers la droite, il y a 2-3 passages trottoirs là, entre l'édicule et de l'île ou Atwater qui vont vers des arrêts d'autobus, très fréquentés. Il pleut et il y a des sections de ces 3 trottoirs qui sont inondées. Je ne parle pas de flaques, je ne parle pas d'étangs, mais je parle de mares quand même. Et il est très difficile, voire impossible, de les contourner. La seule solution, c'est de faire le détour et de se rendre au trottoir principal face à l'édicule, où les gens très pressés foncent dans l'eau. Bon, l'hiver, partant d'eau, sous l'eau, il y a de la glace. J'ai vu des gens tomber et se faire mal. Suggestion, donc, si possible, effectuer les travaux nécessaires pour corriger cette situation qui représente un risque d'accident. Deuxième suggestion, abribus. Alors, nous nous situons sur la rue Saint-Jacques. À l'heure de pointe du matin et de fin de journée, il y a de longues files jusqu'à la rue Green et ils sont exposés aux intempéries. Il y a seulement 2 petits abribus de l'ancien modèle. Nous vous suggérons de les remplacer soit par des abribus un peu dans le genre de ce qu'on trouve sur la rue Green, là, ou encore peut-être récupérer 2 wagons de la ligne orange qui ne serviront plus pour les transformer en abribus. Bon. La troisième suggestion, c'est la sculpture L'arbre de vie dans l'édicule. Les 5 visages représentent les 5 races de l'homme. Ils sont peu visibles parce qu'ils sont dans la pénombre. Nous vous suggérons d'installer un éclairage qui mettra le haut de la sculpture en valeur et attirera les regards des passants. Quatrième suggestion, les mémos de cigarettes. Il y en a partout, on le sait. Nous vous suggérons d'installer les poteaux cendriers là, à proximité des portes de l'édicule ou peut-être, selon la loi, je ne sais plus c'est combien de pieds ou combien de mètres là, de l'entrée. La pelouse. Comme vous, nous avons observé que des gens passent sur la pelouse au lieu d'emprunter notamment le lien cyclable. Nous vous suggérons de planter beaucoup d'écriteaux sur la pelouse avec ce message dans les 2 langues officielles. Interdiction de marcher sur les pelouses, keep off the grass. Songez aussi peut-être à imposer une amende significative aux contrevenants. À ce sujet, particulièrement près de l'abri des vélos, c'est justement à côté que je vois, moi, de mon balcon, je vois les gens là, passer par la pelouse pour se rendre jusqu'à Green, alors qu'ils sont à quelques pieds du lien cyclable. Je me disais, une petite haie ou une petite clôture, une haie peut-être inspirée, comme il y en a une le long de Saint-Jacques, ferait qu'ils seraient bien obligés de prendre le lien. J'ai regardé un petit peu à la page 26 le plan du secteur au moment où les travaux sont terminés. Je sais que l'abri sera déplacé, l'abri vélo. Je pense qu'il y aurait peut-être lieu de regarder s'il n'y a pas moyen de mettre un obstacle pour qu'ils ne passent pas sur la pelouse aussi à ce moment-là. En deuxième partie, bon, la première partie, ça concernait vraiment la STM. En deuxième partie, les autres suggestions ne concernent pas uniquement la STM, mais aussi l'environnement et probablement aussi la ville. C'est le moment d'impliquer, selon les sujets, monsieur, madame, tout le monde, les jeunes, et utiliser les réseaux sociaux et les écrans sur les quais de la station. Les jeunes en particulier, pourquoi? Bon, parce que je crois en eux, mais c'est parce que toute personne, des fois, on va consulter le site de la STM, on va chercher l'information qu'on veut, et ça finit là. Les écrans sur les quais, tout le monde les regarde.
Les réseaux sociaux, c'est parce que les jeunes n'écoutent pas les mêmes émissions que les moins jeunes, que ce soit à la radio ou à la télé. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et le tout, on le regroupe en un projet pilote à la station Lionel-Groulx. Ensuite, selon les résultats, selon un échéancier que vous aurez élaboré, des améliorations pourraient être apportées au projet et ensuite mis en application sur l'ensemble du réseau. 7e suggestion, les fameux graffitis. J'ai entendu à la radio qu'il y a un programme de nettoyage de la STM de plusieurs millions de dollars pour effacer des graffitis et il y aurait aussi une amende d'environ 100 $. Les locataires de Jean-Briand réagissent fortement aux graffitis, car il s'agit d'un comportement relié au vandalisme. Il y en a un peu partout des graffitis, mais nous nous attardons particulièrement à la partie haute de l'édicule de Lionel-Groulx. Une fois le soleil couché, cette partie de l'immeuble est complètement dans le noir. Au cours de la nuit, des vandales y dessinent des graffitis sans être inquiétés. Le service de nettoyage vient les effacer et à peine quelques jours plus tard, nous voyons apparaître de nouveaux graffitis. Nos suggestions, installer un éclairage, installer des caméras de surveillance, installer un système d'alarme qui ne sera pas entendu sur place, mais au poste de police le plus près. Une autopatrouille viendra en silence jusqu'à l'édicule surprendre les graffiteurs. Pour l'ensemble des lieux détériorés par les graffiteurs, ce serait vraiment d'imposer aux contrevenants une amende beaucoup plus substantielle que celle qui prévaut présentement. Ensuite, nous sommes rendus à la suggestion numéro 8, le civisme et le message qu'il véhicule. J'ai aussi entendu à la radio, puis je vous jure, c'est vrai, quand on attend de la visite, on se fait aimable, propre et beau. Mettons qu'il est peut-être un peu trop tard pour y penser pour le 375e. Mais pour la qualité des gens qui habitent, travaillent ou visitent Montréal ou circulent dans le secteur, ça vaut vraiment la peine. Si nous continuons de laisser faire, la situation empirera et deviendra bien plus difficile à corriger, sinon presque impossible. Tout au long du texte portant sur le civisme, je ne parle pas particulièrement des gens là, dans le métro qui ont les yeux rivés sur leur cellulaire, parce qu'en réalité, ça concerne tout le monde. Soyons aimables. Alors, depuis quelques années, nous remarquons un laisser-aller dans le métro, les trottoirs et sur les rues. On ne se range plus pour laisser passer quelqu'un, on fonce carrément dans les gens, on bouscule, on n'offre pas sa place à quelqu'un en perte d'autonomie dans les wagons quand le siège réservé à cette fin est occupé. Là, s'est attardé aux flèches que la STM a eu la bonne idée de tracer sur les quais il y a quelques années pour vis-à-vis les portes des wagons. Bon, le message est clair et sans ambiguïté. Les gens ne les respectent même plus. Nous suggérons de retracer les flèches qui se sont effacées avec le temps, de diffuser des messages avec humour sur les écrans dans le métro et sur les réseaux sociaux. Ces messages sur vidéo mettraient en scène des personnes de toutes les couleurs, de tous les âges, illustreraient des comportements à éviter et les bons comportements de politesse et de courtoisie à adopter. Pourquoi j'écris avec humour? C'est parce qu'en réalité, j'ai dit aux gens, on ne cherche pas de coupables. C'est pas parce que les parents les ont pas élevés, c'est pas parce que si, c'est pas parce que ça. Si je mets aussi avec humour, c'est parce que souvent, ça va donner au message la portée d'être plus accrocheur qu'un message très, très sérieux, très moralisateur. Soyons propres. Des gens mangent et boivent différents breuvages non alcoolisés sur les quais et dans les wagons. Ils salissent planchers et les sièges. Pourtant, ces comportements sont proscrits dans les commerces et les gens s'y conforment. J'ai regardé les règlements de la STM. Il est question des boissons alcoolisées. Mais il n'est pas question de la nourriture ou des cafés Tim Hortons ou publicité gratuite. Alors, évidemment, on suggère à la STM d'intégrer dans les règlements un article interdisant de manger ou de boire différents breuvages non alcoolisés dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, ça c'est textuellement dans les règlements de la STM. Autre suggestion sur le thème de la propreté. Là, bon, ça c'est les rues avoisinantes. Les gens jettent leurs déchets par terre, des poubelles débordent.
C'est ça. C'est pas juste, c'est pas propre, c'est sale. C'est pas bon pour le moral, mais c'est parfois déprimant. Voici le projet pilote. Il ne faut plus d'une part, il ne faut plus de poubelles pour y déposer autant de déchets. Nous souhaitons également que la ville soit connue non seulement pour ses fameux et célèbres cônes oranges, mais par l'originalité et la beauté de ses poubelles, en les rendant plus attrayantes, couleurs, motifs, afin d'attirer l'attention. Et dans le texte, je vous fais des suggestions de gens à qui vous pourriez vous adresser pour nous faire des belles poubelles. Et là, encore une fois, s'il vous plaît, une amende serait imposée aux contrevenants automatiquement. Puis je vous ai mis une petite note que ça se fait dans certaines villes. Hein? Bon, ma foi, j'ai quasiment fini ce papier. Je vais être dans mes 10 minutes. Soyons beaux. Bon, comme l'ensemble du Sud-Ouest, le quartier autour de la station a ses charmes et ses attraits. Pour que, la situation, bien que nous ayons remarqué des améliorations à propos de l'état des trottoirs, il y en a encore qui laissent à désirer. Pour les locataires de Jean-Briand, voici ce que ça représente comme difficulté quand nous circulons régulièrement entre l'édicule et maintenant vers le sud, vers le marché. Il faut qu'on regarde par terre pour ne pas s'accrocher ou pour ne pas s'enfarger dans les déchets. C'est difficile d'entretenir des lieux propres quand ils ne sont pas en bon état. Nous suggérons donc, autant que possible, selon les possibilités des budgets, d'accélérer la réfection des trottoirs. La dernière idée, suggestion patrimoniale, quand le budget le permettra, dans un espace qui aussi le permettra dans le parc, construire une sculpture à la mémoire des citoyens et citoyennes qui ont habité et travaillé dans le secteur. Ces gens des générations précédentes ont contribué au développement de Montréal et du Québec. Ce sera, un témoignage pour les jeunes à qui l'histoire a été peu enseignée. Peut-être même l'agrémenter d'une fontaine qui nous rafraîchira par tant de canicules. En conclusion, dans la planification que vous nous avez présentée, nous avons apprécié que vous ayez porté une attention particulière à l'environnement pendant ces travaux d'envergure. Nous avons retenu que vous avez fait en sorte qu'une fois le tout terminé, nous puissions continuer d'apprécier le parc, pour ne pas dire notre parc. Nous souhaitons que nos suggestions contribuent à aller dans le même sens, dans le plus grand respect. C'est tout, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On a des questions pour vous. Je ne sais pas, M. Besnel, on pourrait commencer. Merci. Vous avez le micro. Nous aimerions vous entendre beaucoup parler de la clientèle qui réside dans cette résidence-là. Parce que, bon, oui, très bon. Les âges, d'où ils proviennent, qu'est-ce qu'ils font le jour? Est-ce que vous avez de la cafétéria ou vous avez chacun votre cuisine? C'est quoi le mode de vie à l'intérieur? Et nous, ça nous permettrait de nous pister sur des enjeux. Excellente question, vraiment. Bon, à l'origine, c'est un projet conjoint entre le gouvernement du Canada et la SCHL pour accueillir des vétérans ou leurs veuves. Ça a été construit en 1984. Le dernier vétéran est décédé au cours de l'année. Il y a peut-être encore des veuves, par exemple. Il y a 124 petits appartements. Ce n'est pas une résidence au sens qu'on l'entend, je crois, dans la loi. Tout de même, ça s'appelle maison. C'est leur maison. C'est un OBNL. Et maintenant, ça reçoit des gens de 60 ans et plus. C'est le critère de base, il faut avoir 60 ans. Je suis correct là-dessus. Bon. Il n'y a pas de cafétéria, il n'y a pas des services qu'on voit habituellement en résidence. Il y a un comité des locataires, par exemple, qui organise certaines activités avec, je les trouve bon, pas mal de succès. Il y a beaucoup de gens pas mal âgés. J'ai 71 ans et je suis dans le groupe des plus jeunes. Ça vous donne une petite idée. Et puis, avec des pertes d'autonomie quand même assez sérieuses. Il y a beaucoup de marchands. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de sortir. Alors, ils se font livrer leur épicerie ou autres services dont ils ont besoin. Il n'y a pas de services de santé, je veux dire, de services médicaux ou de soins non plus. Ils ont une autre maison, c'est un groupe d'administrateurs. L'autre maison, c'est Bielair, qui est située pas très loin du parc La Fontaine. C'est encore plus gros que chez nous. Est-ce que ça répond suffisamment à votre question? J'ai une petite question qui est... Allez-y.
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui prennent le métro ou les autobus autour de la station, à peu près là? Toutes les personnes qui ne sont pas en perte d'autonomie assez sévère, nous nous déplaçons. Alors, on se croise dans le métro, on se croise en allant au marché très, très, très régulièrement. Oui, vraiment, je pense que c'est sûr que sur le nombre imposant, je crois, d'usagers du métro, c'est rien. Mais pour nous, c'est certainement un nombre assez important. On en parle d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai eu tant de suggestions. Monsieur Boucher. Bonjour, madame. D'abord, merci beaucoup pour votre mémoire. Merci aussi pour le travail que vous avez fait auprès des gens de votre résidence, de l'initiative que vous avez pris de leur parler, leur demander leur opinion. Vous avez parlé de l'espace vert qui entoure le métro comme de notre parc. Ouais. Est-ce que les gens de la résidence, parce qu'on s'est promené, on a vu que vous aviez une très belle cour bien aménagée aussi chez vous avec un petit jardin et tout. Est-ce que les gens de la résidence utilisent ce parc-là, soit pour aller se promener, pique-niquer, marcher, enfin, ou si peu le font? On circule, oui, dans le parc. Il y en a plusieurs qui sont allés à l'inauguration de la sculpture éphémère qui a eu lieu samedi midi. Je ne peux pas vous dire en nombre, évidemment, mais il y en a plusieurs, ça fait partie de leur marche quotidienne pour se garder en santé. Ils vont faire le tour du parc. Il n'y a pas un très grand nombre de voisins là, qui m'ont donné des suggestions, puis comme je vous dis, je suis là seulement depuis 3 ans. Alors, mais les gens que je côtoie régulièrement. Puis il y a aussi de mes proches, ou peut-être leur visite à eux aussi, là, mes proches m'ont fait ma petite fille, là, les poubelles, c'est ma petite fille, ça, qui m'a parlé des poubelles. C'est pour ça vous donne une idée, là. Puis il y en a eu une drôle, en tout cas de ma voisine immédiate, pour les wagons du métro à récupérer pour mettre... elle dit, il pourrait les chauffer l'hiver puis les climatiser l'été. J'ai dit, tu vas pas trop loin quand même. Mais j'ai trouvé l'idée intéressante de récupérer ces wagons-là. C'est pour ça que j'ai pensé vous les... Okay. Sur la rue Green, il y a qui va être, pendant les travaux, qui, selon la proposition, là, risque d'être perturbé, voire fermé. On a remarqué qu'il y avait une sortie là, de la résidence qui donnait directement sur la rue Green. C'est une sortie d'urgence. Est-ce qu'elle est utilisée par les résidents ou pas? Je pense bien savoir de quelle sortie vous parlez, mais effectivement, c'est une sortie d'urgence. Depuis 3 ans, c'est pas arrivé. OK. Donc, il n'y a pas de va-et-vient par cette sortie-là? Non. Par contre, vous voyez que la descente pour le garage, parce qu'il y a encore des gens qui ont quand même des voitures, c'est ça. Mais avec ce qui est arrivé à Londres, moi, je suis déjà passée au feu. Alors, c'est sûr que j'ai développé une sensibilité assez importante, surtout dans les... Bien, c'est pas une tour d'habitation c'est 8 étages, mais quand même. Et des gens en perte d'autonomie. On en jase avec notre couple concierge et tout ça, la liste des personnes en perte d'autonomie que les pompiers devront aller secourir dans l'immédiat, etc. Les pompiers sont d'ailleurs, le service de prévention des incendies, je devrais dire, est venu rencontrer, il y a eu une rencontre, je pense, il y a 2 ans. Bon. Après, on nous avait remis une feuille, quoi faire si jamais il y a un incendie, si le système on a un très bon système d'alarme, par exemple, il y a une inspection annuelle, on a même des gicleurs dans nos appartements. Celle-là, je la trouve moins drôle, mais en tout cas, s'il faut faire avec, si le feu prend. Mais j'ai l'intention Autrement dit, il y en a de la vie, même chez les gens qui ne sont pas capables de sortir. Mais le parc est extrêmement important. Quand je dis notre parc, je me mets dans leur peau. Là. Moi, quand je vais être rendue en marchette ou plus capable de sortir, je vais faire mon épicerie, là. Déjà que j'y vais très souvent sur mon balcon, tous les jours, plusieurs fois par jour, je pense que je vais passer la journée là. C'est beau. C'est la verdure. Et en même temps, on voit le monde vivre. On voit les gens qui circulent. Ça contribue, je pense, à la santé des gens, de se sentir dans la vie. C'est pour ça, je pense qu'il y a eu une réaction plus forte que celle à laquelle je m'attendais quand ils ont planté les frênes là, pour la sculpture éphémère. Puis quand j'ai entendu ici qu'ils allaient ouvrir le 25 mai, là, j'ai dit, oh là là, il y en a qui vont paniquer. C'est pour ça que je suis venue m'adresser à vos micros. OK, merci beaucoup. Merci. J'avais peut-être 2 petites questions. Oui, d'un côté, je me demandais, vous avez aussi de très grandes cours à l'arrière. Est-ce que c'est très utilisé? Encore une fois, on se promenait
Il y a oui, bien, vous pourriez venir faire un tour si vous voulez. Il y a une partie terrasse, il y a même un barbecue installé là et tout, il y a des balançoires et tout. Et il y a la partie jardin. Et c'est très, très occupé. Ça, là, c'est vraiment... Puis, je me suis demandé même un petit peu, ça m'est revenu à l'esprit avec votre question, monsieur, est-ce que vous aurez besoin d'une partie du terrain qui est plutôt juste gazonnée? Je ne sais pas au moment des travaux, mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans non plus, je ne suis pas à l'administration. Mais effectivement, c'est les jardins et la terrasse, là, c'est très, très... Puis les gens reçoivent de la visite, puis ils les amènent sur la terrasse et tout. Ça m'a de la vie aussi. Merci. J'avais une autre question. Quand vous avez parlé de graffiti, d'éclairage, est-ce qu'il y a vraiment un sentiment d'insécurité si les gens ont à sortir le soir? Je ne sais pas, est-ce que vous prenez le passage, donc le trottoir, vous parlez, il y a des problèmes? Oui. Bon, si je prends ma situation à moi, si ça m'arrive de sortir le soir, je pense que j'hésiterais peut-être à m'aventurer dans le parc. Parfois, en soirée, ou même on est couché puis on entend des bruits, des gens qui crient, tout ça, ça arrive. Puis là, j'avais une question pour vous aujourd'hui, vous m'y faites penser. Comment est-ce que ça va être éclairé, le parc? Il y a quelqu'un qui a été blessé grièvement il y a à peu près 2-3 semaines, pendant la nuit. Je pense même que ce monsieur est décédé, qu'on m'a dit. Mais ça, évidemment, ça a soulevé l'inquiétude. Je ne pense pas que des gens de Jean-Briand vont beaucoup dans le parc le soir. Ça m'étonnerait. Je ne les vois pas de toute façon, même si en soirée, je sors sur mon balcon. Puis moi-même, je ne suis pas sûre que j'irai. En tout cas, pas très, très tard. Le trottoir, puis sur de l'île et à Atwater, c'est sûr. Et même le passage, un des trois trottoirs dont je vous parlais au début, il est situé entre la clôture qui délimite le terrain de Jean-Briand et l'église. Et en passant, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je vous parlais de Mardeau, là, ça existait même avant les travaux à l'église. Ils ont commencé ça à l'automne, je crois, ou à la fin de l'été. Ça va faire 1 an, là, c'est pas terminé. Mais ce trottoir-là, je ne le prendrai jamais le soir. Jamais. Même s'il y a un éclairage. Puis j'ai dit à ma petite fille, non, moi je vais aller te chercher au métro, puis on va faire le tour. Je veux pas que tu passes par là. C'est trop... écoute, donc, faut penser nous-mêmes à notre sécurité, puis je mets pas ça sur... je pense pas que ce soit à l'STM, à l'environnement, de penser à tout. On a notre bout de chemin à faire. Mais si vous mettez du DEL dans le parc, ou en tout cas un éclairage assez brillant, ça serait sûrement apprécié. Puis ça ne nous empêchera pas de dormir, soyez certains. D'accord. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Une petite question, M. Boucher? Oui. Je vais vous parler un petit peu de bruit. J'imagine, on a quand même passé beaucoup de temps là autour aussi. Il y a quand même, avec les autobus, c'est un environnement assez bruyant. Oui. On peut croire que lorsqu'il faudra démolir, changer la membrane, démolir, etc., qu'il y aura des camions, il y aura donc une augmentation du bruit, forcément. Est-ce que par rapport au niveau actuel, est-ce que ça vous semble acceptable et vivable, cette situation-là? Ou si vous dites non, ça n'a déjà pas d'allure, ou ça... Voilà. C'est sûr, écoutez, en autant que les gens sont bien renseignés sur ce qui va se passer et ce que ça implique, ils vont l'endurer, le bruit. Ça ne durera pas 2 ans. Bon. Il y en a déjà beaucoup, effectivement. Par contre, à l'intérieur, c'est très, très calme, on n'entend rien. Quand on ferme nos portes patios, nos fenêtres, certains soirs d'été, même s'il fait chaud, on ferme parce que c'est trop bruyant. Parce qu'il y a des fêteurs qui viennent jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin. Ils prennent le lien cyclable et puis, bon, c'est le party. Bon. Mais ça fait partie du choix qu'on doit assumer si on a décidé de louer un de ces appartements-là. L'hiver, c'est pas un problème, là, non, c'est sûr. Ni quand il y a beaucoup de pluie abondante, il y a un côté positif, il n'y a pas de bruit. Mais on est habitué jour et nuit, surtout le jour, évidemment, les autobus. On entend même très bien l'autoroute Ville-Marie. Ça vous donne une idée, là. Je suppose qu'il y a un effet de réverbération, parce que la montagne n'est pas très loin. On voit le dos de la montagne chez nous. Bon, alors ça s'en vient vers... et puis, parfois, ça m'arrive, le soir, je veux écouter de la musique ou quelque chose. Je ferme tout parce que c'est un bruit parasitaire assez agaçant, là. C'est ça. Mais ça, on le sait, on a décidé de louer là, on fait avec. Puis, en autant qu'ils seront bien renseignés sur ce qui s'en vient, et le bruit.
Puis la petite visite après, ce sera quasiment une récompense, je pense, pour les gens de la maison. Puis je suis certaine que vous allez bien leur expliquer, puis ils vont bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis la nécessité de faire ces travaux-là. Absolument. Merci de vous soucier, en tout cas, des Encore une autre petite question pour vous. Mon Dieu, Seigneur, je ne pensais jamais en avoir autant. Allez-y. Pardon. J'aurais dû la poser tantôt. Est-ce que vous avez un service ou une personne qui s'occupe de l'animation culturelle ou une personne qui s'occupe... Il y a une personne, il y a, comme je vous dis, une espèce de petit comité locataire. On a eu à l'automne une visite du centre communautaire 50+, proposait certaines choses, y compris, dont le tai chi est sur place en autant qu'on était un certain nombre. Et on l'a fait, et ça a très bien fonctionné. Moi-même, je suis allée. Puis la prof était enchantée, mais les gens se connaissent. Il y a des gens qui ont perdu leur famille et tout. C'est devenu leur famille. Il y a un esprit de famille, vraiment. Il y en a qui se connaissent depuis très, très longtemps. Il n'y a pas de... Bon, activité... Moi, j'ai pensé à une chose, c'est d'inviter une chorale en temps des fêtes. Je verrai peut-être avec la dame qui est présidente, là. Elle a invité un notaire récemment. Et ça, c'est une très bonne chose. D'autres idées, ils soumettent, là. Mais graduellement, ils ont un petit club de jeux de cartes. Ils ont du bingo un dimanche soir. Tu sais, je veux dire, les gens de 80 quelques années sont très heureux comme ça, puis ça les garde alerte. Il y a aussi des artisans ou des artistes dans la maison, et la semaine dernière, ils ont fait une exposition avec vernissage. Puis je me dis, bon, bien, c'est appelé à se développer. Puis si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Je pense surtout aux gens qui ne peuvent pas sortir. Oui, mon Dieu, ça doit être ennuyant. Oui. Je pensais plutôt dans le sens où, durant le chantier, cet animateur culturel ou ce comité-là pourrait être utilisé. Ah, c'était bon. Ça. Pas ça, c'est une bonne idée. Merci. Merci beaucoup. La prochaine personne, c'est Madame Sonia Engman. Bonsoir, Madame. Donc, bonsoir. Merci de nous accueillir ce soir. Je viens de Solidarité Saint-Henri, qui est la table de concertation de Saint-Henri. Puis, en gros, on ne veut pas du tout mettre en question la nécessité du chantier. Je pense que ça va de soi que vous avez besoin de refaire le poste de district. Ce qui nous inquiète, par contre, c'est l'augmentation du nombre de travaux dans le quartier Saint-Henri. C'est entre l'échangeur turco, le CUSM qui vient de finir, le méga hôpital qui ont construit sa colline, la fermeture de la rue Notre-Dame, les travaux de condos qui sont un peu perpétuels. Ben, vous êtes genre le dernier dans une ligne de chantier qui arrête plus depuis un bon bout de temps, là. Puis ça commence à vraiment affecter la patience, puis je pense la qualité de vie, la santé mentale des résidentes. Fait que malheureusement pour vous, je pense que c'est vraiment, vraiment important de faire le maximum possible pour réduire les effets néfastes. Puis, en gros, ce qu'on recommande pour ça, c'est un peu les mêmes choses. Ça suit les mêmes lignes que ce qu'on avait recommandé en 2012, quand il y a eu le réaménagement de la station Lionel Groulx, puis là, le rue Green a été fermée pour les arrêts d'autobus. En gros, ce qu'on recommande, c'est... puis on avait organisé à ce moment-là une consultation participative des ateliers avec les résidents du secteur et les résidents de Saint-Henri pour qu'ils donnent leur opinion, pour qu'ils donnent leurs priorités, leurs besoins en termes d'aménagement. Puis le premier point, c'est par rapport à la densité du trafic. Je pense que le secteur Lionel Groulx est assez saturé. Puis la fermeture de la rue Green, ça va faire qu'il va y avoir genre 4 lignes d'autobus de plus qui vont devoir débarquer ailleurs. Puis ce qu'on recommande vraiment fortement, c'est de trouver des alternatives aux rues aux alentours de la station pour arrêter ces autobus-là. On recommande d'essayer de voir si on peut les relocaliser à d'autres stations de métro, si on peut utiliser, mettons, le parking du Super C, des alternatives qui ne sont pas les rues déjà trop achalandées, Atwater, surtout éviter de l'île, en fait, mais aussi Atwater Saint-Jacques et Lionel Groulx. Et de même, c'est ça, on recommande aussi vraiment de mettre beaucoup d'efforts dans la réduction de la pollution sonore au possible et aussi la pollution
engendrés par les travaux, tout ça. Pendant la période de construction, la pollution des airs, la pollution sonore et tout ça, surtout parce qu'on sait que, oui, les autobus, c'est un moyen de réduire la pollution en général, mais dans un espace aussi dense que Lionel-Groulx, avec les secteurs résidentiels quand même assez proches, le jardin communautaire, tout ça assez proche, c'est quand même un facteur de pollution important aux alentours. Puis si on rajoute à ça des camions, ça va qu'empirer le problème. Puis, en fait, finalement, on recommande aussi vraiment de mettre en place des mesures pour éviter le plus possible des conflits entre piétons, cyclistes, voitures. C'est un secteur où il y a... ouais, bonne chance. C'est un secteur qui est vraiment beaucoup utilisé par toutes sortes de trafic, par toutes sortes de monde. Puis c'est déjà... Il n'y a pas de fluidité. Puis s'il y a moyen d'améliorer le respect de la place de chacune pour éviter les accidents puis les frustrations, ça ne peut que nuire, que améliorer la situation. Puis, donc ça, c'est nos recommandations par rapport à la densité de trafic. Et finalement, par rapport à l'espace vert, on est vraiment content de voir les efforts qui ont été mis pour l'intégration du nouveau poste district dans le paysage, puis surtout de conserver dans son entièreté l'espace vert, le parc autour de Lionel-Groulx et les arbres. Parce que je pense que oui, c'est beau, c'est un espace où le monde vient pour passer du bon temps. Il ne s'en sert pas juste pour traverser, mais c'est aussi vraiment un moyen pour lutter contre les îlots de chaleur et contre la pollution. Donc, on est vraiment content qu'il est conservé dans son entièreté. Puis, on recommande même, s'il y a moyen de bonifier la canopée. Tantôt, Madame a parlé des haies autour du gazon, n'importe quoi. On ne serait pas contre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons des questions pour vous. Je ne sais pas, M. Boucher. Oui. Oui. Merci beaucoup de votre mémoire fort intéressante. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Ça a été fort instructif et intéressant à lire. Je vais faire référence rapidement à votre mémoire de 2012 qui a été versée là, comme documentation. Vous aviez fait vraiment un exercice de participation puis de dialogue avec les citoyens qui est fort intéressant. Vous devez le connaître pas mal par cœur. Là, à la page 10, vous posez quels sont les problèmes à résoudre pour rendre le projet acceptable. Et vous énumérez là, 8 choses là, comme les intersections, le prolongement de la rue Green, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses dans ce report-là qui sont encore d'actualité et qui mériteraient, au-delà de ce que vous venez de nous dire, d'être remises sur le tapis également? Bien, je pense justement la fluidité des mouvements entre différents types de transports. Je pense que c'est encore d'actualité. Il y a des travaux qui ont été faits pour améliorer la situation des débarcadères d'autobus, mais c'est sûr que par la STM, le réaménagement des aires d'autobus autour de la rue Green, ça a beaucoup aidé. Mais c'est sûr qu'avec la fermeture de la rue Green, ça va revenir d'actualité. Je dois avouer qu'en 2012, je n'étais pas encore à SSH, fait que je ne la connais pas par cœur exactement. Fait que s'il y a des points spécifiques, peut-être juste me rafraîchir la mémoire. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas écrite, celle-là. OK, je suis désolé. Ça va. Merci. Merci. J'aurais une question aussi dans le même sens. Désolé si vous n'y étiez pas, mais c'est au meilleur de votre connaissance. On mentionnait dans ce rapport, un très beau rapport d'ailleurs en 2012, que ça allait, le projet de fermeture du terminus de la rue Green allait améliorer les choses. Vous avez vu, vous êtes arrivé depuis, est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qui sera en plus améliorable, à part la fermeture durant le chantier qui s'en vient, mais votre opinion à vous, là, parce qu'on remet les choses comme elles étaient avant sur Green, est-ce qu'il y a des idées? Votre comité avait des idées là-dessus? Bien, en gros, depuis qu'on a reconsulté, mon opinion, c'est basée sur les opinions des résidents de Saint-Henri qu'on entend. Puis, depuis 2012, la plus grande préoccupation qui a vraiment l'air de faire consensus, il y a beaucoup de monde qui déplore que l'arbre qui était planté au milieu de la rue Green a disparu.
Mais la préoccupation, c'était vraiment de préserver le parc autour du métro Lionel-Groulx à l'usage des résidents. Une autre préoccupation, c'était de garder, de ne pas augmenter la densité des bâtiments aux alentours. Ça, c'était surtout survenu lorsqu'il y avait le projet Archivex, un projet de construction qui était prévu sur le site de l'Archivex. Le monde était vraiment inquiet d'avoir une densité résidentielle ou commerciale augmentée encore plus. Et même chose pour le trafic. Je pense que toute mesure pour dévier le trafic de ce secteur-là augmenterait la qualité de vie pour le monde autour. Puis, parce que c'est la porte d'entrée pour Saint-Henri, tout le monde passe par là. Fait que, voilà. La question, l'espace vert, de ce que je comprends, de ce que tout le monde semble dire, est très important. Selon vous, comment est-ce qu'on utilise cet espace? Parce qu'encore une fois, quand on visite, ne connaissant pas très bien le quartier, est-ce que les gens qui habitent autour l'utilisent? Est-ce que les enfants y vont? Ou c'est vraiment un espace vert de passage? Alors, il va falloir que je me base un peu sur mon opinion, mes constats à moi. Mais je sais que c'est important pour les gens, à cause de sa propriété, de lutter contre les îlots de chaleur. Oui. Ça, c'est vraiment mentionné beaucoup. Je sais aussi, ce qu'on mentionne beaucoup, c'est que le monde reste là, trouve ça agréable de rester là entre les transits, entre métro et autobus. Je sais que des groupes communautaires du quartier l'utilisent assez fréquemment pour se rassembler, pour partir des manifs ou revenir des manifestations ou juste tout simplement pour faire des pique-niques. Fait que je pense que oui, c'est utilisé pour autre chose que pour transiter. Okay. Il y a aussi la question de sécurité. Je pense que c'est une question qui est ressortie lors de la consultation en 2012 et je pense que vous en faites référence aussi. Est-ce que ce que les gens semblent vous dire, il y a un problème de sécurité le soir ou je ne sais pas ce que... Le soir, on l'entend de temps en temps, mais je pense que c'est pas tout le monde qui ressent ça. Ce qu'on entend par rapport à la sécurité beaucoup, c'est vraiment la cohabitation des cyclistes, des piétons. C'est un secteur c'est le secteur où il y a le plus d'accidents à Saint-Henri. Je pense qu'il y a un rapport qui était sorti sur ça, qui veut mettre vraiment bien des images sur à quel point il y a genre des accidents entre voitures cyclistes, voitures piétons, cyclistes piétons dans toutes les constellations possibles. Fait que par rapport à la sécurité, je dirais que c'est notre crainte ou notre préoccupation, c'est vraiment s'il y a réaménagement, ça serait vraiment dans l'optique de s'assurer que le partage de l'espace se fasse mieux entre les différents types de transports. D'accord. Et ce serait comment, par un meilleur partage d'espace? Il va falloir qu'on refasse un atelier de planification. Parce qu'on a déjà des pistes cyclables qui sont séparées des cheminements piétons. On sait que les gens l'utilisent plus ou moins, utilisent les deux indifféremment. Vous avez des idées ou des suggestions? Enlever les voitures. J'ai pas de suggestion concrète, surtout que, genre, ben, je sais qu'à titre personnel, la piste cyclable est pas super pratique quand on utilise le vélo pour autre chose que le tourisme. Elle n'est pas faite pour, genre, traverser, pour se rendre quelque part. Il faut s'arrêter souvent. Il faut débarquer à la rue Green. Pour rentrer sur la piste cyclable, sur Atwater, devant la station, c'est compliqué. Il y a un poteau au milieu du chemin. Fait que j'imagine que c'est des choses qui aident pas. Une toute dernière question. Je fais appel à votre connaissance des lieux et du quartier, puisqu'on parle de pistes cyclables. Lorsque la STM va refaire le garage, il y a la piste cyclable qui passe juste à côté et qu'il faudra forcément, à cause des travaux, relocaliser pendant la période des travaux. Est-ce que vous avez une petite idée où on pourrait la faire passer? J'oserais dire que le plus pratique serait peut-être la rue de l'Île, juste parce que c'est déjà une rue résidentielle, puis vous avez dit dans votre rapport que les autobus n'allaient pas passer par là. Puis, si possible. OK.
puis rejoindre le plus rapidement. C'est vraiment une piste cyclable qui est assez utilisée pour traverser le quartier. C'est vraiment un lien entre les deux stations de métro. Fait que de rejoindre la piste originale le plus rapidement possible, je pense que... Merci. Moi, j'aurais une dernière question. Il y a toutes les résidences de l'Université McGill. Je ne sais pas, savez-vous, est-ce que les étudiants utilisent le métro, alors se rendent le long de la rue des Lilles ou bien la piste, ou c'est plutôt des gens qui utilisent le vélo? Je ne sais pas, c'est pas la période de voir comme ce que font les étudiants, mais je me demandais si vous avez un sens de... Maintenant, je serais surprise s'ils avaient des voitures personnelles, mais je ne peux pas répondre dans le détail. Je n'ai pas ces informations-là. Okay. Je ne sais pas s'ils ont jamais souligné. Ah, bon, Mme Roson, oui. Ouais, effectivement, je vois assez souvent les étudiants passer, puis je les regarde aller, puis je vois qu'ils s'en vont à leur résidence, qui est à proximité de chez nous. Oui. Il y en a en vélo, oui, mais il y en a pas mal à pied. Mm-hmm. Pas mal à pied. Et je vous dis qu'à l'heure de pointe, c'est beaucoup de monde qui passe là, matin et soir, effectivement. Et alors, la piste derrière la résidence... Ils prennent le lien cyclable avec un espace qui est réservé aux piétons. Oui. Oui, il y en a beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Je ne sais pas, on est... Oui, merci beaucoup. La prochaine personne que j'ai, c'est M. Derek Robertson. Vous arrivez. Bonsoir, monsieur. Bon, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour cette soirée encore. Moi, je sens que ça devient une séance publique plus large que la consultation exprès pour l'aménagement de la bâtisse, mais c'était bon qu'on soulève des idées puis des questions. Si tu me permettais de commencer, répondre un peu à la madame, une chose que j'ai notée moi-même aussi, c'est depuis presque 8 mois, j'étais à mobilité réduite. Et j'ai mal à l'aise durant la soirée. Après le soleil couché, au-dessus du métro à Lino-Gros, ça devient un peu désagréable. Il n'y a pas de bande. Il y a des résidences personnes âgées. Les madames ont dit clairement que les résidents font le tour pour relax, pour promenade. Il n'y a aucun endroit pour asseoir. Si ça devient un parc, pour moi, j'ai noté c'est plus un lieu de trajectoire avec des petits triangles élongés vertes, mais un parc, ce n'était pas classifié comme parc, mais si ça devient un parc, merveilleux. Mais c'est ce que vous avez j'ai dit, le STM avait déjà décidé de détruire un espace vert avec des vieux arbres. On va soulever ça 2 minutes. Mais c'est ça, une autre chose que la madame a soulevée, elle était enquêtée, et la personne était perdu sa vie quelques semaines passées. Il n'y a aucune surveillance des caméras à votre paramètre de cette station. C'est une station multimodale. Il y a beaucoup de monde qui est trajectoire. You need to have the perimeter of that station, même le trajectoire green, it needs to be under 24-hour video surveillance. I would think it would be a standard. Même c'est pas pour d'autres raisons, juste pour la sécurité des utilisateurs. C'est juste une idée, mais tout de suite qu'on parle de plus des choses à large, je vais soulever des affaires comme ça. En ce qui concerne les piétons et cyclistes, moi, j'ai géré une alliance des piétons et cyclistes de Sud-Ouest de Montréal. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne la piste cyclable, oui, la madame répondait très bien, Delinel, pour un trajet. Ça, c'est une des questions. C'est quoi exactement vos process de médication pour les piétons et cyclistes? C'est ça. Moi, je viens ici ce soir pour poser plus de questions parce qu'on n'avait pas de réponses. Et ça, c'est une question. Vous avez... Quand je lui ai posé ces questions à la séance d'information, on avait une chose en idée. Donc, celui que vous posez ces mêmes questions à madame, vous n'avez pas de réponse pour ce soir. Donc, vous n'avez aucune idée où est-ce que vous placez le trajectoire piéton et cycliste. Ça, c'est triste qu'en le soir, l'information, puis ce soir, vous n'avez aucune réponse, même dit une idée. Moi, je suggère la même trajectoire que la madame Delinel, c'est à côté, mais celui que vous avez prévu de placer plus des autobus et du stationnement, c'est impossible de placer ça à cette trajectoire. Donc, on est vraiment coincé. Celui que vous avez décidé de fermer cet endroit pour une deuxième fois dans même pas 4 ans.
Mais ça, je vais retourner plus dans mes questions. Durant le travail, la période de travail, ça va être une shift par jour, 8 heures, lundi à vendredi, ou est-ce que ça va être des samedis, des dimanches, c'est le travail urgence? Est-ce que ça va être 24 sur 24 ou 12 heures par jour? Je sais des contraintes légales, mais ça, c'est une chose que peut-être la Ville est en train de garder pour changer ça, pour permettre que les travailleurs ne travaillent plus que 8 heures par jour, puis faire des journées plus longues, 10 à 12 heures. La machinerie n'a pas besoin d'aller faire la commission, voir les enfants. C'est les personnes. Donc, les personnes pourront partir et la machinerie peut continuer. Ça prend juste des personnels. Comme j'avais suggéré, comme ils ont fait exprèmement avec le Turco, les gens il y a quelques petits gens qui sont mal à l'aise, mais la plupart, ça aide beaucoup à avancer le job. Si on avait fait un projet de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, le Turco, ça va prendre 20 ans. Donc, ma question était encore, est-ce que c'est possible d'avancer le projet, la période de construction, avec une période de travail, une journée plus longue et une semaine plus longue, comme 6 ou 7 jours par semaine? Est-ce que c'est des contraintes légales ou techniques, quelque chose comme ça? Aussi, j'ai entendu les autres personnes parler de densification, ils sont inquiétés par la densification. Moi, j'ai trouvé ça, franchement, c'est triste. Nous sommes autour du métro. Nous avons fait les longs débats où j'avais déposé un mémoire moi-même pour le PMAD en 2010, de prendre le Metropolitan Aménagement et Développement, où ce qu'on demandait, et la Ville avait implanté le programme de TOD, Transport Oriented Development. On est à côté d'un grand métro, mais on n'a même pas autant. C'est ça qu'on dit archifex. Oui, oh non, we can't want more than 3. Moi, ma question était que j'ai questionné la densification de cette bâtisse. Pourquoi est-ce que ça juste devient une salle mécanique de ventilation? Pourquoi pas des résidences en dessus? On est en besoin de résidences sociales, des résidences largement abordables, les résidences pour les personnes âgées. Hein, on tous devient de plus en plus vieux. Je vais manquer un logement comme ça dans quelques années. Donc, c'est un endroit, pourquoi pas? C'est ça juste ma question. I have to question why we would not densify, not go up. There's no reason why we shouldn't, other than local opposition by our council, but there's a municipal election coming up and we can change that. Donc, prochaine question était, c'est déjà, vous avez mentionné dans votre séance d'information, il y a déjà 4 stations que vous avez déjà reménagées, donc vous avez de l'expérience, ça va très bien. Ma question était pourquoi, si vous avez 4 déjà faites, pourquoi Métro-Ligne-Gros n'a pas fait le même temps que vous détruisez un espace vert avec des arbres? Pourquoi on revient une deuxième fois? C'est la planification, je m'excuse, mais il y a un manque de planification au-dessus de la table, ou le responsable, ou le directeur de le réaménagement. C'est qui le responsable de ça? How can this decision be made to come back to this metro for a second time in 4 years? To effectivement, tu es en train de faire le même job. C'est inacceptable. J'ai noté un petit rire. C'est inacceptable de faire ça. Je comprends, incompréhensible que les gens fassent ça. Et suite que ma question que j'ai posée la séance d'information, est-ce que vous avez idée de faire une deuxième, on parlait que c'est un grand métro de transitoire pour qu'on n'ait pas de deuxième entrée, et la réponse que j'ai reçue, non, l'enveloppe gouvernementale, c'est pas là-dedans. Donc, si j'ai bien compris, le STM va retourner une troisième fois dans à peu près 10 ans pour faire des réaménagements, pour faire une deuxième ouverture, que c'est très nécessaire depuis longtemps. I don't know how. Métro Place Saint-Henri avoir plus de rentrées sorties que Métro Ligne-Gros. C'est une question de planification. Mon Dieu. Non. Excuse, j'essaie d'être positif, mais ce projet, c'est intéressant. Donc, si vous avez d'autres places pour les arrêts des autobus, pourquoi vous avez détruit un espace vert 4 ans passés? La façon que la réponse que j'ai reçue, don't worry, on avait l'endroit, c'est tout bien planifié. Si c'est bien planifié maintenant, pourquoi est-ce que vous avez besoin de détruire notre précieux espace vert? Je ne comprends pas où tu vas mettre ces autobus, où tu vas mettre cette trajectoire pour le piéton et cycliste, où est-ce que les gens vont stationner. Ça va être problématique et ça va être plus difficile durant l'hiver. Nous avons un grave problème l'hiver passé avec la compagnie Pavage d'Amour
où ce que le contact est réalisé, c'est annulé. Si ça arrive une autre fois, ça va être problématique. Je veux dire, je vais payer un complément. Par contre, le STM qui fait très bien le déneigement autour des métros. Très, très bien fait. Dans tous les métros que j'ai pris à tous les quotidiennes, c'est très, très bien fait. Merci beaucoup pour ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais juste la dernière chose était que c'est ça. Pourquoi pas faire la deuxième entrée en même temps? Comme j'avais dit, d'après moi, ça va être une troisième fois que l'STM revient déranger, comme la madame a dit, déranger les gens dans le quartier. On a déjà vu avec le Turco, on vit avec tous les chantiers, on vit avec les chantiers routiers. Maintenant, on vit 3 fois que notre STM, qui est disposé là pour le bénéfice des citoyens, c'est nous les propriétaires. C'est nous les citoyens. Et vous venez nous déranger à cause que la mauvaise, je m'excuse, il n'y a pas de mot, mauvaise planification. Ou des gens qui planifient dans leur je ne veux pas dire un ordre, mais un milieu complètement à part de la vie quotidienne de le monde. C'est pas de bon sens que quelqu'un avait planifié de faire ça 3 fois sans... les gens, on va retourner deuxième fois, puis maintenant troisième fois. La planification. Si tu fais des travaux intenses, c'est dérangeant, mais c'est 1 fois ou 2 fois maximum. Maintenant, tu reviens une 3e fois dans 10 ans. C'est juste que ça va déranger. Et en plus, pour les personnes âgées, quand vous deviez faire la deuxième entrée, ça va être un impact très fort. Mais c'est juste, à part de ça, je pense que c'est un projet nécessaire. Je vous féliciter pour assurer que nous avons une bonne qualité de l'air, puis le système fonctionne très bien. C'est un bijou très précieux. Si on n'avait pas de métro à Montréal, c'est une congestion critique, puis aussi une question de sécurité civile. Les déplacements, si les gens n'ont pas de métro, ça va être très, très difficile pour quitter les quartiers centraux, puis même juste pour faire des déplacements. Donc, merci pour un bon service. Et les Azores, j'adore les Azores. C'est tellement merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Je voulais simplement souligner que nous, on est ici ce soir pour recevoir vos commentaires, recevoir vos questions, s'il y a des questions qui vous préoccupent. Nous, on va faire l'analyse et on va remettre un rapport à la STM. On est indépendant de la STM. Alors, je voulais simplement souligner un petit peu notre rôle. Alors, on prend note de vos questions, de vos commentaires. Je ne sais pas si, M. Bessner, vous avez des questions? Il y a eu beaucoup de sujets que vous avez abordés. Et je pense qu'on nous demandait aussi de nous identifier pour la transcription. Donc, Jacques Bessner. Je trouve que l'idée que vous avanciez de densifier est intéressante, mais vous mentionniez de l'habitation au-dessus d'une station électrique. Pouvez-vous élaborer un petit peu plus là-dessus? Quel genre de... Bien, je ne sais pas exactement les détails en sécurité, en ce qui concerne cette installation. Est-ce que quand vous soulevez cette question, ça mise en question la sécurité autour de ça? Je ne savais pas. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que ça va être est-ce que cette bâtisse, qu'est-ce qu'il est en train de créer, construire dans ce quartier, ça va être D'après les informations que nous avons eues, c'est un poste électrique. Donc, est-ce qu'on mettrait la résidence au-dessus d'un poste électrique? Peut-être pas, mais est-ce que vous aviez des ateliers, quelque chose? Je ne savais pas, c'était assez dangereux à ce point-là, mais si ça c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas, je sais que ça a mis en question totalement, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits moins dangereux pour installer, pour construire cette installation? Je sais qu'Hydro-Québec est en train de prendre un peu de place sur Saint-Patrick, jusqu'à côté du chemin de fer CN, la côte sud de Saint-Patrick, c'était pas trop loin. Mais j'imagine, est-ce que c'est juste une question des fils électriques? On peut construire cette installation ailleurs et juste envoyer les fils électriques? Bien, c'est vous, monsieur, qui juste soulevez cette question entièrement. Comme la présidente l'a dit, nous sommes indépendants de la STM. Non, je comprends, mais ça mise en question pour moi, c'est une très bonne question. Et moi, je me pose une question. Est-ce que cette bâtisse est une bâtisse qui a des fonctions dangereuses dans un secteur résidentiel, où il y a une résidence des personnes âgées, où nous avons une autre résidence des personnes au moins de mobilité réduite. On avait l'association de Canadian National Institute for the Blind across the street, à l'autre côté sur de l'île, à l'autre côté sud.
Vous avez juste soulevé, et moi je vais se poser cette question, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour installer? C'est une question que je vous posais. Ça me fait plaisir d'avoir une réponse, pas tout de suite, mais je pose cette question à l'STM. Est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit d'installer cette bâtisse? Je ne savais pas, c'est assez dangereux. Je vais vous proposer, à la fin, peut-être, on pourrait demander à M. Sergerie simplement s'il y a des clarifications à apporter. Peut-être cette question-là pourrait être une des questions. Je sais, comme M. Besner avait mentionné, il doit être acquis parce que c'est déjà là, ça je comprends, mais... Je pense que c'est une question peut-être on pourrait demander à la fin. Je ne sais pas si on a d'autres questions entre-temps et on pourrait terminer. Oui. Bruno Serge Boucher. Vous avez parlé de destruction d'espaces verts. Est-ce que, j'imagine que vous faites référence au projet qui a déjà eu lieu, parce que de ce que je comprends du projet qu'on nous a présenté, la biomasse demeure à peu près au moins la même, et il y a seulement un arbre, je pense, là, qui doit être sacrifié là, à l'autre bout du... essentiellement, il n'y a pas de diminution de la biomasse. Pouvez-vous juste me préciser votre pensée? Oui, c'est ça. Au début, quelques années passées, suite que le Turco, le fameux échangeur qu'on avait, le projet, l'MTQ avait décidé qu'il y a des process de médication à mise en place. Un des process de médication, ils ont décidé de mise en place en coordination avec le STM et d'avoir plus des lignes d'autobus express qui viennent de l'ouest de l'île. Et ils ont sorti Atwater et ils sont arrêtés là. À l'époque, le STM et la ville dit on n'avait pas assez de place. Faut qu'on prenne cet espace, mettant sa trajectoire green. À l'époque, c'était un espace vert avec des belles arbres, des vieilles arbres de comme plus que 100 pieds d'auteur. It was a beautiful space. Puis ils ont dit, on a besoin de ça pour la médication, pour le Turco. Puis même au milieu, la dernière phase très intense de le Turco, le STM a décidé on a besoin d'enlever tous ces autobus-là et mis ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit détruire l'espace vert que c'était fait par le premier projet. Et maintenant, quand vous revenez pour faire un ménagement aussi, il faut que juste un ou deux arbres, ce n'est pas la fin du monde, on peut replanter des autres, je suis d'accord avec ça, mais c'est juste triste que, encore, comme j'ai dit, ces travaux, c'est 2 fois, 3 fois que vous venez pour faire des jobs similaires. Et j'ai mis en question pourquoi ces travaux n'étaient pas prévus, comme les gens avaient dit, ils ont déjà fait 4 en avance. Ça a mis totalement en question pourquoi on a besoin de fermer cette trajectoire sans planification. Ça manque de planification. Merci. Moi, j'aurais, en termes du réaménagement, vous avez parlé de bancs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez voir dans cet espace vert, des endroits où les gens pourraient s'asseoir? Ou... Bien, je pense que oui. Si l'intention de créer un parc, je sais que c'est encore en question, il y a une certaine... autour de toute la longueur de Saint-Jacques, je sais pas la profondeur, mais tout ce terrain est déjà zoné pour les bâtisses. Donc, l'espace vert comme été, c'est un peu un mirage parce que c'est à n'importe quel moment, la ville peut prendre le terrain pour construire des bâtisses. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Si on gardait un pourcentage de ça ou tout ça dans l'espace vert, OK. Si on va se dire oui, c'est un espace vert, pourquoi pas aller à la prochaine étape et créer un parc officiellement ou même juste installer des bandes? Je pense que pour répondre à votre question, oui, un parc ou non, oui, ça prend des bandes. Vieillesse de société, même les mamans avec des poussettes, des fois les enfants, il faut que tu t'asseoir. Ça fait du bien avec mon dos, avec ma cane. En fait, la semaine passée, j'ai arrêté entre le sortie, puis aller le 200 pour prendre le 211 parce que j'ai besoin d'arrêter. J'ai noté l'autobus n'est pas là, je ne vais pas rester en ligne. J'ai asseoir sur le gazon. OK. Alors, si vous avez des idées d'installer des bandes, oui. Installer aussi des caméras et aussi installer des containers ordures. Comme la madame a dit, il y a beaucoup de gens qui juste lancent des choses à terre. Et la question d'éclairage, vous avez parlé d'insécurité aussi. Oui. Est-ce que ça, c'est l'enjeu pour vous, c'est l'éclairage? Oui. Vous avez parlé de caméras, naturellement. Oui, c'est ça, mais moi, j'ai toujours à l'aise. Je suis un monsieur en forme, je n'ai pas peur de personne dans ce sens-là, mais avec mon body réduit, je suis censé, soit qu'on avait des instants l'an passé où les jeunes
vraiment sur la piste de premier chemin de fer, autour de métro Linel-Groulx, puis Saint-Henri, ils ont abattu des personnes. Ils ont allé en arrière, puis ils ont sauté dessus, 3 ou 4 jeunes qui sont sautés bang, bang. Donc, suite de ça, je suis un peu mal à l'aise, suite de mes faiblesses. Puis c'est sûr, si je deviens un peu mal à l'aise, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de monde qui ne sont pas ici ce soir pour exprimer, ils sont mal à l'aise aussi. Donc, pour aller en avance, régler un problème, tu vas recevoir des compliments et puis des « Oh, wow, they actually, they got out ahead of something ». Ils ont fait des affaires en avance. Je pense que ça va être très précis par les gens dans le quartier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Merci beaucoup. Merci. J'ai M. Mauricio Carzon Beltran. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bienvenue. Merci d'abord, merci d'avoir organisé cette consultation, mais merci aussi à la STM. Je pense que c'est quelque chose d'important de vraiment d'entendre les citoyens qui vivent dans les quartiers et qui vont être impactés pour la construction de ces nouveaux bâtiments. Alors, moi, je suis coordonnateur d'une initiative locale qui s'appelle les Sages Initiatives Urbaines. Il s'agit d'une initiative citoyenne qui cherche à contribuer à la revitalisation durable du quartier Saint-Henri. Et je suis aussi jardinier au jardin communautaire La Légumière Rose de Lima. Alors, dans ma présentation, j'ai abordé 4 points. Et le premier, ça va être l'aménagement du nouveau bâtiment. Le deuxième, ça va être concernant justement les jardins communautaires Légumière Rose de Lima. Le troisième, ça va être sur la piste cyclable du premier chemin de fer. Puis le quatrième point, ça va être sur l'espace vert qui a déjà été mentionné ici, puis qui a été sonné par l'arrondissement il y a quelques mois. Alors, dans le but vraiment de préserver puis aménager vraiment cet espace vert. Alors, vous pouvez avancer. Alors, d'abord, pour les nouveaux bâtiments, c'est sûr qu'il y a des mesures qui sont prévues pour faciliter l'intégration dans le milieu urbain de ces nouveaux bâtiments. Et ce que ma proposition, c'est vraiment concernant la construction de bâtiments, c'est l'intégration du mural, de la verdure, de l'agriculture urbaine au bâtiment. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important de bonifier justement les mesures qui sont déjà prévues dans la proposition de projet concernant l'intégration dans le milieu urbain de cette infrastructure. Les idées qui pourraient être mises en place ou intégrées au projet qui sont en lien avec cette proposition, c'est l'aménagement d'une toit verte. Ça a déjà été mentionné ici aussi par Derek Robertson lors de la séance d'information. Une autre idée, c'est la réalisation du mural sur une des façades du bâtiment. Il y a la possibilité aussi de le faire sur une des façades du bâtiment aussi qui projette beaucoup d'ombre aussi. C'est les résidences de McGill aussi. Je vais le montrer dans une image postérieurement. Alors, ça, c'est une mural qui pourrait être organisée aussi comme une activité, pourrait être vue comme une activité communautaire et culturelle aussi. Il y a des organismes, en effet, qui font des murales, comme l'organisme MU, qui a fait déjà plusieurs murales dans le sud-ouest de Montréal, puis ailleurs à Montréal aussi, et qui essaye aussi d'intégrer aussi les jeunes puis les communautés. Il y a aussi la plantation des plantes grimpantes aussi, et ça va aider à combattre justement, comme Sonia a mentionné aussi, les îlots de chaleur. Il y a finalement l'aménagement d'une serre sur les toits. Pourquoi cette proposition? Parce qu'on va le voir aussi par après, il y a les jardins communautaires Rose de Lima qui est affecté par l'ajout d'un étage au bâtiment. Ça va produire des lampes sur plusieurs des jardiniers du jardin. Alors, c'est une façon aussi de considérer une mesure qui viendrait compenser cette nuisance aussi pour les jardiniers. Alors, dans ces serres, on pourrait vraiment faire de l'agriculture urbaine à 4 saisons. On pourrait organiser des ateliers sur l'agriculture urbaine. On pourrait faire des semis aussi en prévision aussi de la saison d'été aussi pour les jardiniers. Alors, vous pouvez avancer. Pour les jardins communautaires, alors, ma proposition, c'est vraiment de compenser les jardins Rose de Lima car il est affecté par l'ombre projetée par les nouveaux bâtiments. Et en principe, d'après l'image qui a été présentée lors de la séance d'information puis qui est disponible sur le site web,
de la STM, il y a environ une dizaine, je pense, au moins, de jardiniers qui seraient touchés. Puis ça implique plusieurs heures d'ensoleillement qui seront perdues à partir de 4 heures, si j'ai bien compris, d'après l'analyse qui a été effectuée par la STM. Alors, ça peut varier entre probablement 3 et 4 heures, peut-être un petit peu plus d'heures d'ensoleillement qui seraient perdues pour au moins une dizaine de jardiniers. Il faut préciser aussi que l'effet de faire du jardinage dans une lot, dans un jardinier où il n'y a pas beaucoup de soleil, ça demande aussi des connaissances beaucoup plus poussées pour les jardiniers. Ce n'est pas tout le monde qui va être capable d'avoir un bon jardin dans un endroit qui est plus ombragé. Alors, les idées, vraiment, oui, alors, et pourquoi la proposition, comme j'ai mentionné, c'est parce qu'il y a le temps d'ensoleillement qui est diminué. Les idées, vraiment, pour compenser les jardins en raison de cette nuisance, c'est déplacer la clôture du nord du jardin, par exemple. Si on voit dans l'image, et c'est un peu noir, c'est pas très clair, mais la clôture du côté noir du jardin, il y a quand même un espace de probablement 3 à 4 pieds peut-être entre la clôture et les lampadaires. Ce qui permettrait, ces déplacements permettraient de gagner un certain espace au jardin communautaire. On va le voir dans une autre image, comment de ces côtés-là, les jardiniers sont vraiment collés à la clôture, ce qui fait que c'est difficile d'accès aux jardiniers. Puis ce qui fait aussi les types de clôture qui est installé, que les mauvaises herbes aussi passent aussi dans les jardins qui sont juste à côté. Une autre idée, ça serait de planter un haie d'arbustes du côté nord. C'est-à-dire, si on déplace la clôture, on va pouvoir aussi aménager un haie de ce côté-là, puis éviter la plantation d'arbres. Parce que si on plante des arbres, les racines de ces arbres-là vont vraiment entrer en compétition avec les plantes qui sont plantées dans les jardiniers qui sont à côté. Parce qu'il me semble avoir vu dans les plans qui ont été présentés en mai qu'il y avait des arbres qui s'étaient plantés là. Peut-être que je me trompe. Il y a une autre idée, ça serait de fournir du mobilier urbain au jardin, et ça pourrait comprendre l'installation d'une pergola, ça peut être des tables de pique-nique, ça peut être d'échanger aussi les supports à vélo qui sont installés et qui sont en mauvais état dans les jardins. Et une autre idée, ça serait de contribuer à l'acquisition d'outils. Il y a plusieurs outils qui sont à remplacer, puis les budgets du jardin communautaire ne sont pas énormes. Et finalement, il y a l'ajout d'une couche de gravier sur les allées, où je vais le montrer dans une image par après. Puis il y a vraiment, c'est quelque chose que la responsable du jardin communautaire m'a signalé comme étant important aussi pour les jardins. Je vais le montrer dans une image par après. Vous pouvez continuer. Alors ici, on voit le côté nord du jardin communautaire. On voit comment les jardiniers sont vraiment collés à la clôture. Il n'y a vraiment pas d'espace pour que les gens puissent passer et puissent vraiment mieux travailler leur jardinier. Alors, c'est pour ça que la proposition de déplacer la clôture vers le nord pourrait améliorer aussi les conditions aussi pour faire du jardinage dans les jardins. On voit aussi qu'il y a l'espace vraiment entre la clôture et les lampadaires aussi qui pourraient être utilisés. Et c'est une façon aussi de compenser aussi les jardins pour toutes les nuisances aussi qu'il y a eu en 2012 aussi avec l'installation du terminus sur Green. On peut continuer. Ici, on voit aussi un des jardiniers qui est le plus affecté, c'est du côté nord-est. On voit que la personne n'a vraiment pas d'accès du côté nord et même du côté est, alors ce qui limite vraiment l'accès à son jardinier, puis ça limite aussi ses déplacements pour pouvoir bien travailler sa terre. On avance. Comme j'ai mentionné aussi, s'il y a des mesures de compensation pour les jardins communautaires, on pourrait ici intégrer une murale, pas nécessairement sous les bâtiments directement, mais il y a la façade est, le mur est de résidence de McGill aussi, qui projette aussi beaucoup d'ombre sous les jardins, puis qui n'est pas très agréable à la vue. Alors, c'est une façon d'améliorer la qualité de vie des gens, parce que ça va rendre
vraiment les secteurs plus agréables. Ça peut se faire aussi également avec un organisme communautaire, un organisme à but non lucratif aussi qui pourrait organiser tout un événement culturel pour réaliser une murale qui va vraiment embellir les secteurs, puis va rendre aussi les activités de jardinage plus agréables. Vous pouvez continuer. Le troisième point, c'est la piste cyclable du premier chemin de fer. La proposition, ça serait de bonifier et améliorer l'intégration du réseau cyclable. Pourquoi les bonifier? Parce que, comme vous le savez, ça va être fermé, la piste cyclable sur le premier chemin de fer, ça va être fermé pendant les travaux et ça va occasionner des nuisances pour les cyclistes et les piétons. Et il y a la possibilité également d'améliorer l'intégration du réseau cyclable. Je vais vous montrer, il y a vraiment à l'est du terminus Green, si on continue sur la piste cyclable, avant à Droitière, là, ça devient compliqué pour les cyclistes parce qu'il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de signalisation. Il y a il y a les usagers du métro, il y a les usagers d'autobus aussi, il y a les piétons. Alors, on ne sait pas trop quoi faire, puis après, on se rend vraiment à la traverse pour les piétons, puis c'est pas évident parce qu'il n'y a pas vraiment de rampes, il n'y a pas de marquage pour que les cyclistes puissent continuer vraiment à traverser à Droitière puis continuer sur l'avenue Lionel Groulx. Alors, les idées pour cette proposition-là qui pourrait être intégrée au projet, c'est d'abord aménager une piste cyclable sur la rue Saint-Jacques. Là, les liens, c'est avec Turcot. Pourquoi? Parce que dans le projet Turcot, c'est déjà prévu la piste cyclable sur la rue Saint-Jacques, mais ça va descendre à des Courcelles. Alors, ça s'en vient des NDJ, ça descend sur Saint-Jacques, puis après, ça tourne vers le sud, sur des Courcelles, mais ça ne continue pas sur Saint-Jacques. Alors, il y a de la place, il y a l'espace vraiment sur Saint-Jacques. La possibilité, elle est là pour vraiment continuer la piste cyclable sur Saint-Jacques. Ça pourrait se rendre jusqu'au centre-ville. En faisant ça, les chemins de détour, ça serait très facile parce que les gens pourraient prendre la piste cyclable sur le premier chemin de fer, puis sortir sur Rose de Lima, qui va être aménagé en sens unique, je pense, avec les travaux qui sont en cours par l'arrondissement du sud-est de Montréal. Alors, ça va être en sens unique vers le nord. Les gens pourraient sortir, tourner à gauche, prendre Saint-Jacques, puis continuer vraiment, s'ils le désirent, jusqu'au centre-ville, ou aller chercher la piste cyclable sur l'avenue Lionel Groulx en tournant à droite sur la rue Vinet, dans la Petite Bourgogne. Tu as avancé ici à la carte de l'image du projet Turcot. On voit comment il y a la piste cyclable qui s'en vient vraiment des NDJ, puis il y a également une autre piste cyclable qui est déjà sur place sur des Courcelles et Glen qui descend des Westmount, mais l'autre est vraiment plus à ma gauche, puis c'est un pointillé rouge, puis ça descend, c'est ça qui est prévu dans Turcot, et ça va être fait avant la fin du projet Turcot, parce que la fin du projet Turcot, ça va être en 2020, mais probablement ces secteurs-là, ça va être fini probablement en 2019, juste à temps pour la réalisation, pour le début des travaux de l'ASTM. Alors, il s'agirait juste de continuer ces pistes cyclables-là, il s'agit juste de faire du marquage au sol, l'espace est là, il ne s'agit pas de gros investissements. Par ailleurs, dans les artères de Montréal, il y a des pistes cyclables qui sont déjà implantées, comme sur la rue Saint-Urbain, dans le plateau Mont-Royal et Rosemont-Petit-Patrie, puis ça fonctionne très bien. Une autre possibilité à explorer ici, ça serait aussi de continuer. Il y a une voie réservée qui est prévue dans les nouveaux boulevards Pullman. Cette voie réservée pourrait continuer aussi sur Saint-Jacques, ce qui va faire que les autobus vont pouvoir avoir un accès plus direct sur Saint-Jacques pour se rendre au métro Saint-Henri, au métro Lionel Groulx, puis après continuer jusqu'au centre-ville. Et puis cette voie réservée aussi, ça pourrait être partagé avec les cyclistes aussi, comme ça s'est fait, je pense, dans le cadre d'un projet pilote sur les boulevards Viau. Un peu avancé. Comme j'ai mentionné aussi, il y a le problème des raccordements ou de sécurité aussi pour les cyclistes et les piétons. Dans le côté est du terminus Green, une fois qu'on arrive en vélo, à un moment donné, il n'y a pas de signalisation. Il y a juste la signalisation comme quoi le panneau, il y a des piétons qui traversent, mais après, si on arrive en vélo, on ne sait pas quoi faire.
Si est-ce qu'on a le droit de continuer tout droit, il faut tourner à droite, à gauche, il faut descendre de son vélo, on ne le sait pas. Si on avance dans la prochaine image, là, une fois rendu sur la droitière, là, on ne sait pas quoi faire parce qu'on est pas mal obligé d'aller prendre la traverse pour les piétons. Mais quand c'est les périodes de pointe, il y a beaucoup de personnes, des gens qui descendent des autobus, des gens qui attendent les autobus ou des gens qui traversent. Alors, on est vraiment obligé d'aller là plutôt que de continuer un parcours qui se fait plus naturellement vers l'est en aménageant une rampe sur les trottoirs du côté ouest de la droitière, puis après continuer sur la piste cyclable qui est sur l'avenue Lionel Groulx, qui existe déjà par ailleurs. On peut continuer. Finalement, pour l'espace vert, juste à côté du métro Lionel Groulx, ma proposition, c'est d'intégrer un projet de verdissement et l'animation culturelle à cet espace. Alors, comme j'ai mentionné au début, ça a déjà été sonné par l'arrondissement. Il y a certaines discussions encore en cours avec la Ville de Montréal, mais je pense que comme la volonté politique de l'arrondissement est là, je pense qu'il y a la possibilité de bonifier les mesures d'aménagement paysager qui sont prévues dans ces secteurs-là. Il y a la partie dans les images, il y a la présentation de la STM, la partie sud-ouest qui est prévue dans les aménagements paysagers, mais toute la partie nord-est est comme oubliée, comme laissée là telle qu'elle. Alors, je pense que là, à cet endroit-là, il y aurait lieu vraiment de planter des arbres, d'ajouter du mobilier urbain. Ça peut être des bancs, ça peut être toutes sortes de choses qui pourraient faire en sorte que les résidents vont s'approprier de cet endroit-là. En plus, il y a aussi la possibilité de soutenir l'organisation d'événements culturels. Il y a certaines activités culturelles qui étaient organisées aussi juste à côté, sur la piste, sur les parcs du premier chemin de fer, juste à côté des ateliers Jean-Briand. Ça s'appelait les Samedis Saint-Henri. Et c'est des types d'activités qui seront plus possibles d'organiser entre 2019 et 2021 parce qu'il y aura un chantier vraiment juste à côté. Alors, je pense qu'il y a la possibilité, on peut montrer l'image par après. Alors ça, c'est comme la partie plus nord de l'espace vert qui est disponible juste à côté de la station du métro Lionel Groulx. Puis c'est là qu'il n'y a rien qui est disponible. Pour l'instant, il y a juste une œuvre qui a été réalisé avec des freins par un artiste du Sud-Ouest, puis un aménagement temporaire qui a été fait par l'arrondissement du Sud-Ouest. Mais cet espace-là pourrait vraiment être intégré aussi dans le projet de la STM, comme ça, et c'est une façon aussi de montrer comme un peu de responsabilité corporative aussi, de voir qu'il y a des bénéfices pour la communauté aussi dans le cadre des travaux d'infrastructure qui sont réalisés par les sociétés d'État. Et ça finit ma présentation. Merci beaucoup. Je voulais vérifier, nous aurons une copie de cette présentation. Oui. Alors, on a sans doute beaucoup de questions. Monsieur Boucher, est-ce que vous aimeriez... Donc, Jacques Bessner, félicitations. Vous avez fait une excellente présentation. Il y a beaucoup d'éléments qui posent réflexion. J'aimerais quand même m'attarder, dans un premier temps, au jardin communautaire. Qui sont les clients? Comment les lots sont octroyés? Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus du fonctionnement? Ouais, okay. Je suis nouveau dans les jardins, mais c'est très encadré par la Ville de Montréal. Okay. Alors, les résidents s'inscrivent sur une liste d'attente qui est gérée par la Ville de Montréal. Les lots sont distribués en fonction de la liste d'attente, puis aussi des lieux de résidence aussi des personnes. Alors, il y a une priorité si les jardins dans le sud-ouest pour les résidents du sud-ouest. Dans les jardins, la légumière Rose de Lima, la plupart des gens, ce sont des immigrants. C'est surtout des personnes du Bangladesh. Et je pense que c'est à 75% ou 80%. Il y en a vraiment beaucoup qui sont du Bangladesh. C'est des personnes qui ne parlent pas le français puis qui parlent peu d'anglais. Alors, les interactions se font surtout entre eux, puis il n'y a pas vraiment d'intégration avec les autres jardiniers. Et il y a une organisation, un conseil d'administration du jardin. Et il n'y a plus de participation, d'après ce que j'ai entendu, lors des assemblées et des rencontres aussi pour organiser un peu le fonctionnement du jardin.
Il y a un jardinier ou un horticulteur de la ville qui a été nommé il y a quelques semaines, qui commence aussi à faire un peu de travail pour travailler un peu l'animation aussi du jardin, puis essayer de créer vraiment plus de liens, puis donner plus comme des vies communautaires, si on peut le dire, plutôt que chacun arrive à pour travailler son jardinier, puis s'en aille, puis c'est fini. C'est une personne de l'arrondissement ou de la ville centrale? C'est une personne nommée par l'arrondissement. L'arrondissement. Oui. Puis qui vient de commencer, il n'y a pas longtemps. J'ai d'autres questions, mais je vais laisser mon collègue. J'aurais une autre question sur une proposition que vous avez avancée sur l'art mural. Ouais. Vous proposez d'ajouter de l'art mural sur une façade du poste de redressement. Est-ce que vous pensez que sur les clôtures, les palissades de chantier, ce serait aussi une idée? Ou est-ce que vous, avec votre organisation Initiative urbaine, vous seriez en mesure de contribuer, ou pouvez-vous nous parler un peu de cette idée? Parce que vous faites des propositions. Ah, mais c'est ça. Oui, dans la proposition, c'était vraiment de quelque chose de permanent, que ce soit sur les murs est des résidences pour les étudiants de McGill ou sur les bâtiments qui sera construits. Mais c'est sûr que l'intégration vraiment dans les clôtures qui sont installées autour du chantier, c'est quelque chose qui a déjà été fait à certains endroits à Montréal, puis c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant. Ça va rendre l'endroit plus agréable pendant la réalisation des travaux. C'est quelque chose qu'avec certaines personnes qui des connaissances pourraient éventuellement participer à ce genre d'activité. Okay. Moi, j'avais, quand vous avez parlé du toit vert ou d'une serre, est-ce que vous connaissez des projets où il y aurait ce genre de toit vert qui serait disponible pour une population à large ou des gens, le public, sur un immeuble qui appartient à quelqu'un d'autre? C'est la cohabitation, je me demande. Est-ce que vous connaissez des projets de ce genre-là où il y aurait ce genre de cohabitation? Non, je ne les connais pas, mais je sais directement par les personnes responsables des jardins communautaires de la ville-centre qu'il y a déjà un projet qui est en cours vraiment pour aménager des serres sur les toits des bâtiments publics à Montréal. Pourquoi? Parce que c'est une façon, la saison vraiment est courte partout au Canada et au Québec. Alors, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire de l'agriculture urbaine 4 saisons. Alors, c'est déjà quelque chose qui est prévu par la Ville de Montréal puis qui éventuellement va se faire. Si ça s'est fait déjà, je pourrais donner l'exemple des fermes Loufa, mais ce n'est pas sur un bâtiment public, mais c'est sur un bâtiment privé, mais le bâtiment appartient à quelqu'un d'autre, ce n'est pas aux personnes qui utilisent la serre. Okay. Alors, on a des exemples à Montréal de ce genre de d'une certaine façon, il y a les universités aussi qui les ont. Par exemple, il y a la Greenhouse de Concordia, il y a un Greenhouse aussi de McGill. Puis, c'est sûr que c'est des étudiants, mais c'est quand même un espace qui n'est pas normalement prévu dans une université. Sinon, je pense à la Maison du développement durable qui est en toit vert, mais ils ne font pas de l'agriculture urbaine, mais c'est accessible aux employés. Mais en principe, le bâtiment est public, alors les gens pourraient aussi aller sur la terrasse. J'avais une question pour la piste cyclable. Est-ce que j'ai bien compris? Ce que vous proposez, c'est la partie de la piste qui est entre Rose de Lima et Green, on l'abanderait, on irait par la rue Saint-Jacques. Est-ce que c'est un peu, est-ce que j'avais bien compris? Oui. C'est ce bout-là. La rue Saint-Jacques me fait peur. Est-ce que vous pensez, parce que sur Saint-Urbain aussi, il y a des endroits où la petite ligne entre... Est-ce que, selon vous, ça serait faisable sur la rue Saint-Jacques? Ça s'est fait déjà sur les artères. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la rue Saint-Urbain. La rue Saint-Urbain a probablement un débit comparable à Saint-Jacques. Alors, puis ça s'est fait, ça fonctionne assez bien. Puis justement, le fait que ça soit considéré par les piétons et les cyclistes comme un endroit dangereux, c'est une raison de plus pour dire, à cet endroit-là, il y a comme l'automobile est trop dominante, puis il faut vraiment prévoir des mesures de partage de l'espace public. C'est pour ça que je pense à une solution plus permanente aussi. Ce n'est pas juste un détour pendant les travaux, pendant les chantiers, c'est vraiment une piste cyclable, ça serait un gain aussi pour la population sur Saint-Jacques, puis qui va rester là après les travaux. Et je pense aussi, j'aimerais ajouter qu'il faut faire la différence aussi
entre les vélos qu'on fait pour plaisance, ou les vélos de plaisance, puis les vélos qu'on fait aussi pour faire du sport, puis les vélos qu'on réalise vraiment pour se déplacer. La logique, vraiment, les voitures utilisent les artères pour se rendre plus rapidement, mais l'idée, ça serait que les cyclistes vont pouvoir utiliser aussi les artères pour se déplacer plus rapidement. La piste cyclable du premier chemin de fer n'est pas beaucoup utilisée pour différentes raisons, parce que c'est pas très pratique. Puis, alors, c'est plus du vélo de plaisance qu'on fait, juste pour aller se promener, pour un endroit agréable, mais on l'utiliserait moins pour se rendre au travail, par exemple. Tandis que si on aménage une piste cyclable sur Saint-Jacques, bien, il y a beaucoup de cyclistes qui vont l'utiliser pour se rendre au travail, au centre-ville, par exemple. OK. Et je voulais simplement le message que vous avez fait. Si j'ai bien compris, avec le nouveau bâtiment, on aura de l'ombre sur le jardin. Et voici des moyens de compensation. C'est bien, j'ai bien compris? Ouais. J'ai compris. Okay. Ouais. Bon, et vous aviez des suggestions, d'accord? Il y a une nuisance, puis il faut vraiment compenser. Je pense que les jardins communautaires ont déjà été affectés en 2012, puis les mesures qui ont été prévues n'ont pas été très satisfaisantes, d'après ce que certaines personnes du jardin m'ont dit. C'est beau, j'ai bien compris. Oui? La plupart des interlocuteurs précédents nous ont fait valoir des problèmes en tout cas des enjeux de sécurité. Cet enjeu-là, vous n'en avez pas abordé cette question-là. Je me permets de vous poser la question. Est-ce que vous, de votre expérience et de votre connaissance du lieu, il y a des enjeux de sécurité? Quels sont-ils? Mais justement, il y a des enjeux de sécurité, c'est sûr. Mais je parlais plus de la sécurité, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est moins la sécurité publique, c'était plus les risques d'accident entre cyclistes et piétons. Mais c'est ça qu'il y a. S'il n'y a pas d'appropriation des espaces par les résidents, par les citoyens, c'est sûr que ça devient un endroit plus utilisé, un endroit où il ne va pas beaucoup de monde. C'est sûr que ça va créer des enjeux de sécurité. C'est ça le problème avec les parcs du premier chemin de fer. C'est pour ça que certaines activités ont été organisées par un organisme du Sud-Ouest. C'était les samedis Saint-Henri. C'est vraiment pour que les gens puissent s'approprier cet espace-là, parce qu'il est vraiment peu utilisé. Qu'est-ce qui se passe avec l'espace vert aussi de l'autre côté, l'espace vert juste à côté du métro Lionel-Groulx? C'est peu utilisé parce que les gens l'utilisent plus comme un espace de transit. On va vraiment aller chercher l'autobus ou on va traverser Saint-Jacques pour se rendre chez soi, mais les gens ne restent pas parce qu'il n'y a pas des aménagements pour que les gens puissent s'approprier de l'endroit. C'est sûr que s'il y a des aménagements qui vont permettre aux résidents de s'approprier l'endroit, ça va rendre l'espace plus sécuritaire. Merci. Vous permettrez une dernière question, de faire du pouce sur votre question. Madame Roson, est-ce qu'il y a des résidents qui utilisent le jardin communautaire, qui ont des lopins de terre à cet endroit? Si vous savez. Je ne suis pas en mesure de vous donner cette information, mais je dirais plutôt que non, étant donné que sur notre propre terrain, et même ils en ont ajouté cette année. OK. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ça va? Merci beaucoup. Bon, merci. Merci à vous. La dernière personne que j'ai ce soir, c'est Rhoda Solazo. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, je suis justement une membre du comité de jardinier de Rosa de Lima. Malheureusement, c'était vraiment j'avais pas beaucoup de temps pour me préparer parce que je pensais pas que je pourrais pas venir aujourd'hui, mais heureusement, beaucoup de les points sont déjà faits. Alors, je parlerai juste pour sensibiliser un peu de les besoins, les choses qui se font dans ce jardin. Alors, c'est 90 jardiniers. C'est beaucoup de populations immigrants et bangladeshis. Et il y a aussi beaucoup de familles qui travaillent là ensemble pendant la journée. Alors, beaucoup de enfants qui courent et des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment une opportunité de rencontrer des gens que autrement, j'aurais jamais connu des autres populations dans ma communauté. Alors, je parlais juste uniquement de la question de ce qui nous touche pendant que le bâtiment soit construit. Alors, les concerns pour nous, c'est vraiment comme la poussière dans ce temps-là et juste les façons de réduire le risque au jardin. Il faudrait savoir que le jardin, ça ouvre pour l'année le 1er de mai et ça ferme
fin d'octobre, début de novembre. C'est vraiment important pour nous de savoir quelle sorte de travail serait fait dans quelle période. Parce que, par exemple, dans mi-mai jusqu'à mi-juin, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre les semis qui sont vraiment fragiles. Et s'il y a du travail qui produit beaucoup de vibrations, par exemple, beaucoup de poussière, ça va détruire les semis. Alors, même dans une façon de jour à jour, si on peut savoir quand des choses arrivent, ça va nous aider à continuer à faire nos jardinets. Beaucoup des autres choses sont déjà dites. Il ne faut vraiment pas avoir des arbres à côté de la clôture à cause de l'aération. C'est aussi préférable de ne pas avoir des choses qui coupent the line of sight. Parce que dans les années passées, on avait des problèmes avec des vols dans le jardin. Alors, si on... Des vols de légumes. Alors, si on peut voir qu'il y a du monde qui passe, ça réduit le risque comme ça. Aussi, évidemment, on ne veut pas que le bâtiment soit élevé parce qu'il y a trop de l'ombre. Mais en fait, c'est tout. C'est plus juste pour nous présenter et sensibiliser qu'on a des intérêts dans ce coin-là. Merci beaucoup. Merci. Nous avons des questions, M. Besnard. Moi, j'aurais des questions. Comment est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'il y a un comité d'utilisateurs ou... Oui. Alors, tout le monde qui est enregistré a une carte de membre, mais il y a aussi un comité de 5 ou 6 membres qui s'occupent le jardin comme plus largement, les fleurs qui sont autour et qui fait l'enregistrement des membres. Mm-hmm. Il y a une présidente que j'espère... quelqu'un m'avait dit que peut-être c'est l'STM et pas vous autres qui avez déjà contacté notre présidente pour parler des concerns de construction. C'est la STM, je pense. OK. Alors, mais oui, il y a une présidente justement et il y a un comité qui s'occupe des concerns de tous les jardinages. Et la communication entre les gens se fait comment? Est-ce que c'est via la présidente ou bien les gens se... Oui, c'est vraiment, honnêtement, c'est un problème pour nous jusqu'à date qu'on essaie de joindre la bonne century avec la communication parce qu'on essaie de ramasser les courriels et il n'y a pas comme un newsletter, quelque chose comme ça, mais on a tous les numéros de téléphone de les jardinages. La plupart du temps, on fait la communication juste par afficher des choses dans le jardin. Et c'est la présidente qui a tous les téléphones de les jardiniers. Et la cohabitation entre les gens, par exemple, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'enfants. Est-ce que ça pose problème ou c'est plutôt les enfants travaillent avec leurs parents? Est-ce qu'il y a... Non, moi, je ne suis pas au courant des problèmes avec ça. C'est juste que c'est une bonne activité pour les familles de voir. C'est comme ça qu'on a de la nourriture sur la table. Et, mais oui, il y a beaucoup d'enfants pendant la journée qui aident les parents. Et est-ce que c'est des gens qui sont là d'une année à l'autre ou à chaque année, on doit les deux. À chaque année, tu as le droit de garder ton jardinet, mais il faut renouveler à chaque année. Okay. Alors, j'imagine que c'est aussi un lieu d'intégration des gens. Est-ce que c'est ce qu'on voit ou... C'est vraiment ça, le but, comme c'était dit, d'améliorer cet aspect, mais d'après moi, de chaque année que tu as un jardinet, tu commences plus à savoir des autres gens de ton quartier. Et à chaque année, dans octobre, on a une épluchette de blé et oui, des choses comme ça. Et j'ai une dernière question. L'entrée se fait sur la rue des Lilas. Il y a seulement une entrée. Alors, j'imagine que c'est assez contrôlé. Oui. C'est barré la nuit. Oui, c'est barré. À chaque fois qu'il n'y a personne dans le jardin, on barre. Et tous les membres ont une clé. Oh, tout le monde a une clé? Oui. Ah, OK, c'est bien. Je sais pas, avez-vous des... Précision. Jacques Besner, vous avez mentionné qu'il serait préférable d'avoir une clôture opaque pour éviter que les gens voient le jardin, éviter ainsi les vols. Oui, c'est ça. On avait les vignes sur la clôture anciennement. Et on a décidé de les enlever. C'est la décision de la présidente parce que
elle avait remarqué qu'il y avait moins de plaintes de vol quand on a enlevé la ligne de la clôture. Et l'idée, c'est que peut-être les personnes sont plus gênées si on pense qu'il peut y avoir quelqu'un. Et donc, durant le chantier, une palissade opaque serait préférable pour vous ou après? Oui, ou si on veut mettre de l'or ou des installations, juste le faire d'une façon où il y a encore un espace entre la clôture et peu importe. Merci. Merci. Merci beaucoup. Avec cette dernière présence au micro, nous avons épuisé la liste des personnes qui s'étaient inscrites afin de présenter leur opinion à la commission ce soir. Par contre, je ne sais pas si, M. Sergerie, il y a des précisions, vraiment des précisions en termes d'information que vous aimeriez apporter ce soir, ou bien ça va? Oui, mais c'est le message. Oui. Dans un premier temps, Patrick Sergerie, directeur du projet de la réfection du poste de district Lionel Groulx. Dans un premier temps, je vais répondre plutôt à la question sur le rayonnement électromagnétique autour du poste. On a parlé de danger si jamais on s'approchait trop du bâtiment ou si on construisait quelque chose au-dessus. Ce qu'il faut comprendre, j'ai expliqué durant la présentation le 25 mai que le niveau de tension dans le poste de district, c'est le même que partout ailleurs sur l'île de Montréal. Dans un premier temps, c'est important de comprendre qu'on ne fait pas de transformation du courant dans ce poste-là. C'est un poste de district. Alors, on prend l'alimentation Hydro-Québec et on la redistribue dans le réseau du métro. Le deuxième point, c'est qu'on a fait par le passé des mesures du rayonnement électromagnétique tout autour de nos équipements, donc très, très près de nos équipements à l'intérieur du bâtiment. Et on respecte les normes internationales qui sont reconnues à travers le monde pour le rayonnement électromagnétique d'un équipement électrique. Donc, il faut comprendre que plus on s'éloigne d'un équipement électrique, moins ces radiations-là sont élevées. Et donc, déjà, pour nos propres employés, on a déjà prouvé l'innocuité, donc c'était sans danger pour nos propres employés. Et donc, forcément, c'est sans danger pour les citoyens autour du poste. C'est beau. Ça va? Merci beaucoup. Alors, vous avez... Oh, oui. Donc, Donald Desaulniers, directeur du programme Rénosystème, qui est en charge de la réfection du poste de district. J'aimerais juste amener une précision, M. Bessner, par rapport à notre dernière intervenante. Moi, madame, j'ai compris que vous préfériez des clôtures où on voit à travers les clôtures et non pas des clôtures opaques. Alors, j'aimerais juste pour être sûr, parce que ça va être assez déterminant pour votre satisfaction. C'est un peu un manque d'attention de mon part, oui, c'est ça. Pas de clôture opaque. Pas de clôture opaque, hein? Oui, merci beaucoup. OK, merci. Merci beaucoup d'abord. J'avais marqué des clôtures opaques aussi. OK. Alors, merci beaucoup. Permettez-moi de remercier tous les participants du public et toutes les personnes de ressources qui ont fourni des réponses à leurs questions. Ceci met fin à la deuxième partie de la consultation. Tel que je l'ai mentionné en début de la séance, les opinions entendues et lues par la commission serviront à la rédaction du rapport. Celui-ci sera rendu disponible sur le site de la STM lors de son dépôt au comité exécutif de la Ville. Par la suite, les décisions à prendre appartiennent aux élus municipaux. La documentation relative au projet demeure accessible sur le site Internet de la STM. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée.